Bonjour, bonsoir, JP, pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de Cthulhu Dark, un petit système de jeu de Graham Wamsley, un système de jeu dédié, comme son nom l'indique, à jouer dans les univers de H.P. Lovecraft. Alors, la spécificité de ce système, c'est qu'il est très court. La version initiale, disponible gratuitement depuis 2010, ne fait que 4 pages. Alors, c'est un système qui fait le focus sur un des points essentiels de l'univers de Lovecraft, c'est-à-dire la folie. Euh, L'unique caractéristique chiffrée d'un investigateur est son score de folie, qui commence à 1 au début de sa carrière. Pour le reste, un investigateur est décrit très succinctement par un nom et une occupation. Donc on retrouve ici les occupations, les métiers emblématiques de l'œuvre de Lovecraft, l'écrivain, le journaliste, le bibliothécaire, l'antiquaire, le policier, que sais-je. Voilà. En fait, le jeu ne propose pas une liste exhaustive. On peut aller piocher dans les listes de professions qui sont disponibles dans le jeu L'Appel de Cthulhu, par exemple. Donc on crée très simplement un investigateur en lui donnant un nom, en lui choisissant une occupation qui va un peu définir toutes les compétences et tous les talents, le domaine de compétences dans lequel il est plus fort, et un score de folie qui commence à 1. Alors le jeu se joue très simplement avec des dés à 6 faces. La particularité, comme je le disais en début de vidéo, c'est que le jeu est axé sur la notion de folie. Et donc, on a un score de folie qui débute à 1. Et à chaque fois qu'un personnage, un investigateur va être confronté à l'horreur cthulhienne, il va être susceptible de faire un test de folie. Alors un test de folie, comment ça marche? On lance simplement un dé à 6 faces. Si le résultat ici est 5 est supérieur au score de folie, on gagne un point. S'il est inférieur ou égal, on ne bouge pas. On se rend très vite compte qu'un investigateur débutant va très vite gagner des points de folie, mais que au fur et à mesure de sa carrière, il va développer une certaine résistance et les gagner, mais de moins en moins vite, jusqu'à arriver au score maximum de 6, où il est frappé de folie permanente et où le personnage devient injouable et devient un PNJ après avoir pu faire une dernière action d'éclat. Pour le reste, les règles de résolution sont assez simples. Si un investigateur tente une action humainement possible, il peut lancer un dé. Si cette action tombe dans les domaines de compétences dans lesquels il est le plus fort, si par exemple c'est une action qui s'inscrit très bien dans l'occupation, le métier qui a été défini au départ pour l'investigateur, on lance un second dé. Si l'action entreprise met en danger la santé mentale du personnage et donc un possible test de folie et la possibilité de gagner un point de folie, on va lancer un dé supplémentaire. Ce dé qui est appelé le dé de folie, devra être différent des autres. Ici, j'ai pris des dés bleus pour les dés, on va dire, normaux, et un dé rouge pour le dé de folie. On lance les dés et on garde le score le plus élevé. Si le dé le plus élevé est le dé de folie, alors le joueur devra faire un test de folie pour voir si son investigateur gagne un point de folie ou non. Alors le jet de dés n'a pas pour but de définir si l'action est réussie ou pas. Les actions sont de base réussies, mais le score du dé, le score du dé le plus élevé, ici par exemple, vous ne le voyez pas très bien, mais c'était un 4, ça va donner une idée une gradation par rapport à la réussite de l'action. Plus le score est élevé, plus l'action sera réussie. Et typiquement, dans un jeu d'investigation, le score obtenu au dé va définir le nombre d'indices que l'investigateur aura réussi à trouver lors par exemple, de la fouille d'un bureau ou d'une pièce. Et donc, le but ici de cette mécanique, c'est de ne pas bloquer l'aventure. À chaque fois, un investigateur
sera garanti de trouver un minimum d'indices pour pouvoir continuer l'aventure. S'il obtient des scores élevés, il aura des indices supplémentaires qui lui permettront d'avoir une vue plus étendue de l'intrigue, de comprendre d'autres éléments de l'histoire et d'obtenir plus d'informations en règle générale. Quand il s'agit d'une action, on va dire une action plus physique, le score va définir le niveau de réussite. Si l'action est juste réussie, par exemple, l'investigateur tente d'échapper à des cultistes en passant par la fenêtre du premier étage d'un bâtiment. Avec un score de 1, il va faire du bruit, il va se blesser, il va pouvoir prendre la fuite, mais en boitillant, et les cultistes seront à ses trousses. Avec un score de 6, il passe par la fenêtre très silencieusement, atterrit sur le toit d'une véranda, sans faire de bruit, et s'échappe dans la forêt alors que personne ne l'a vu partir, et il réussit son action de manière, on va dire, c'est plutôt une réussite critique, alors que le 1, ce n'est pas un échec, mais c'est une réussite marginale, on réussit juste l'action à minima. Donc on est sur un système qui ne sanctionne pas l'échec ou la réussite, mais plutôt la manière dont une action est réussie. Alors, vous me direz, il n'y a jamais d'échec dans ce genre de jeu. En fait, si l'échec est possible, si lors de la résolution d'une action, un des joueurs autour de la table estime que l'action a un intérêt à être ratée, que l'échec pourrait apporter quelque chose de plus dans l'histoire, il le dit et il est invité à lancer un dé. Si son dé affiche un score plus élevé que le score du personnage qui tente l'action, eh bien l'action sera ratée et la personne ici est invitée alors à décrire la manière dont l'action pourra décrire l'échec de l'action en question et dans quelle mesure cela peut relancer l'histoire. Alors on a aussi une mécanique qui permet de relancer le dé en cas de score qui ne satisfait pas, mais dans ce cas-là on sera alors invité à rajouter le dé de folie et donc potentiellement l'investigateur pourra encore gagner des points de folie. Alors, il y a aussi des mécaniques de coopération, c'est-à-dire que les joueurs vont alors lancer les dés ensemble et le score le plus élevé indiquera le résultat de l'action. Alors, très spécifiquement, le score de folie peut aller de 1 à 6. Il y a, a priori, on va gagner des points de folie jusqu'à arriver au score de 6 où la folie sera permanente et l'investigateur aura la fin tragique que l'on devine. Mais à partir du score de 5, il est possible de perdre des points de folie, donc diminuer cette jauge, en détruisant des objets du mythe, des éléments qui sont liés à l'horreur Lovecraftienne. Dans ce cas-là, à chaque fois qu'un investigateur, par exemple, décide de détruire un grimoire maudit pour essayer de diminuer son score de folie, il sera invité à faire un jet de folie. Si dans ce cas-ci le score est inférieur au score de folie, alors il perdra un point et l'objet sera détruit. Si jamais c'est un échec, l'objet ne sera pas détruit. Alors oui, comme je l'ai dit, si un personnage devient fou, il a droit à une dernière action d'éclat, et puis le personnage devient un PNJ qui sera utilisé éventuellement par le meneur de jeu pour la suite de l'aventure. Le joueur est alors invité à créer un nouveau personnage. Alors il y a quelques éléments aussi très spécifiques à Cthulhu Dark. Affronter une créature du mythe équivaut à une mort certaine, il n'y a pas de système de combat. Alors les interactions physiques et les confrontations physiques sont possibles, mais là encore on devra alors jouer sur la mécanique de base, mais une chose est claire, c'est que vouloir se frotter aux créatures du mythe de manière physique et directe, c'est de la pure folie, ça équivaut à un suicide. Alors le jeu, de quoi ai-je oublié de parler ? Non, je pense que c'est tout. Donc voilà, en fait en 4 pages, le jeu reprend l'essentiel de ce que je viens de dire. Que je relise rapidement.
Oui, donc le jeu donne une idée des actions qui sont humainement possibles. Donc je l'ai dit, une action humainement possible, on peut jeter un dé. Quand c'est une action qui n'est pas humainement possible ou qui est liée directement au mythe, on pourra éventuellement lancer un dé, mais on devra y inclure le dé de folie. Parce que se frotter au mythe, lancer des sorts, faire de la magie, ça peut avoir des conséquences. Euh, voilà, je pense que c'est tout pour Cthulhu Dark, donc des mécaniques assez simples, assez rapides à mettre en œuvre. J'avais eu l'occasion de les utiliser avec un groupe de joueurs dont certains étaient totalement novices en matière de jeu de rôle. Après quelques minutes de jeu et quelques jets de dés, la mécanique avait pris et on pouvait dérouler l'histoire de manière très simple. J'en suis même venu à me dire que je ne pourrais pas plus utiliser, enfin m'autoriser un scénario de l'appel de Cthulhu, un scénario Lovecraftien avec autre chose que Cthulhu Dark, euh, tellement le système me semble approprié et fait la part belle à l'aventure et au roleplay et se focalise sur ce qui pour moi est l'essentiel des histoires de Lovecraft. C'est une bonne histoire, une bonne intrigue, une enquête et surtout de l'horreur qui mène à la folie, un des, un des destins tragiques possibles d'un investigateur avec la mort. Parce qu'en général, quand on se frotte au mythe de Cthulhu, on termine soit mort, soit fou, soit les deux et pas nécessairement dans cet ordre. Voilà. Je vous mettrai, ah oui, petit bonus, le système Cthulhu Dark dans sa version initiale, c'est-à-dire les 4 pages, est gratuit sur Internet. Il est gratuit en anglais et il avait été traduit notamment une traduction française était disponible et l'est toujours je pense sur le site de Trouver Objet Caché et Le Grumpf avait fait aussi une très bonne traduction où il avait ajouté quelques petits éléments où on pouvait jouer avec des points de vie je crois et ce genre de choses. Pour moi, ce n'est pas absolument nécessaire. J'aimais entre guillemets la pureté du système initial proposé par Graham Wolseley avec simplement ce score de santé mentale, ce score de folie qui commence à 1 et une description très simple pour l'investigateur. Donc pour le coup, je vous mettrai le lien en description, ainsi que quelques liens vers des articles que j'ai écrits sur ce système. Voilà, Cthulhu Dark, donc un système très léger, très fin, très élégant je trouve, et qui pour moi a remplacé totalement l'appel de Cthulhu de Chaosium. Pourtant je l'avais pratiqué pendant de nombreuses années, avec le setting de base 1920 et avec le setting, le cadre de jeu Delta Green. Actuellement, si je devais refaire de l'appel de Cthulhu, je le maîtriserais avec Cthulhu Dark. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des suggestions, des propositions ou des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire en bas de la vidéo. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.